Bonjour, bienvenue dans les studios de Radio Brogenet. Deuxième partie du plateau média Images Cinéma Média. Nous sommes le 17 février, mais cette rencontre régionale Africa 2020 en Bretagne sera diffusée au retour des vacances scolaires en mars. Pour cette deuxième partie consacrée au cinéma, nous allons nous balader. Benoît qui est le directeur du Cinéma Rex, qui participe à cette rencontre. Nous allons aller au Congo-Brazzaville. Nous allons aller au Mali, nous allons aller au Maroc. Mais avant, j'ai invité un membre du comité académique Africa 2020, Ardiouma Sirima. Ardiouma est CPE dans un lycée à Vitré, mais il est aussi et surtout, et c'est à ce titre que je l'ai interviewé, président de la Fédération française des clubs UNESCO. On l'écoute. Ardiouma Sirima, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le président de la Fédération française des clubs UNESCO et vous êtes associé depuis de nombreux mois au travail du comité académique Africa 2020 en Bretagne pour participer à une belle dynamique autour des regards des Africains sur l'Afrique. Alors, vous êtes vous-même africain ? Je suis, originaire du Burkina Faso. Et je suis donc, je suis, comme on dit, binational, je suis français et burkinabé. Alors, dans votre vie professionnelle, vous êtes conseiller principal d'éducation à Vitré. Est-ce que participer à la saison Africa 2020 allait de soi ? Ah oui, bien sûr, ça va de soi pour déjà l'histoire, parce que la Fédération française des clubs UNESCO, depuis sa création en 1956, dans ses priorités déjà à l'époque, avait un regard, on va dire, très régulier sur l'Afrique en raison des combats de l'époque. Combat pour les indépendances, combat pour la souveraineté des peuples. Bon, voilà. Et cette dynamique, on va y rester. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais ça allait de soi, en effet, pour moi, comme président de cette fédération, de m'impliquer dans la saison africaine Africa 2020. Alors, vous impliquez dans le cadre du volet éducatif. Je rappelle qu'il y a 15 projets en Bretagne qui ont reçu le label Africa 2020 ou qui sont associés à cette dynamique que nous mettons en place depuis plus d'un an maintenant. Comment les clubs UNESCO s'emparent de cette ambition autour de l'éducation ? Cette question autour de l'éducation, c'est d'abord, on va dire, une réflexion. Parce que, évidemment, on a dans les clubs UNESCO, dans le réseau, dans les 190 clubs aujourd'hui, on a une bonne moitié issus des collèges et lycées. Donc, il y a un lien très direct entre le fait de participer au club UNESCO et de s'engager sur la réflexion sur l'éducation. Quel type d'éducation voulons-nous? Bien sûr, pour nous Français déjà, mais plus globalement à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Nous voulons, et ça ressort très clairement dans le quatrième objectif du développement durable, nous voulons une éducation de qualité et pour tout le monde. Voilà, ça c'est déjà une préoccupation forte qu'on porte en tant que club UNESCO. Après, cette réflexion doit se traduit concrètement par des actions. Ce que font de nombreux clubs UNESCO en menant des actions de soutien, par exemple à la scolarisation des filles dans telle ou telle région du monde, que ce soit en Inde, que ce soit au Mali, que ce soit, à tout autre endroit où il y a besoin de se faire ressentir. Nos clubs développent des actions concrètes. Les clubs travaillent de manière autonome, indépendante. Quel est l'apport, la plus-value d'une fédération à ce niveau? La plus-value, déjà, c'est la mise en réseau, c'est-à-dire c'est de dire les citoyens à la base, je précise, c'est intergénérationnel. On peut, dès le collège, ou même avant pour certains, être dans un club UNESCO, et après on y reste, il n'y a pas d'âge. Voilà, on a des personnes qui sont à la retraite depuis longtemps, qui sont toujours membres de notre fédération. Donc, pour vous répondre sur ce point précis, la plus-value, c'est la mise en réseau. C'est le fait de dire, vous agissez localement, mais votre action locale s'inscrit dans une globalité, dans une
démarche mondiale et que ce que vous faites est en écho, en résonance avec ce que font les 5000 autres clubs UNESCO dans le monde. Et je pense que c'est important quand un citoyen sache que désormais, on passe, vous connaissez la célèbre formule, penser global, agir local. Au club UNESCO, on peut dire désormais, penser global, agir global. Pourquoi agir global? Parce que la moindre action que vous menez au plus près de votre environnement est articulée à une dynamique globale, mondiale. Alors, le travail que vous faites au niveau de la fédération et au niveau de chaque club UNESCO crée de l'expertise, notamment en matière de coopération, de formation, d'accompagnement des projets, d'accompagnement des acteurs de manière intergénérationnelle, vous l'avez rappelé, Ardiouma Sirima. Mais vous construisez aussi des outils, je pense notamment à cette exposition que vous nous avez proposé d'accueillir au Palais des Congrès de Pontivy pour notre rencontre régionale Africa 2020 des 10 et 11 avril 2021. Les chemins de l'école. Un mot sur cette exposition? Oui, alors c'est une exposition. L'initiative revient à l'UNESCO. Hein, bon, rendons à César ce qui est à César, comme qui dirait. Et donc l'UNESCO, avec d'autres partenaires, ont mis en place cette exposition-là, qui est partie de photographie en fait. L'UNESCO a sollicité les meilleurs photographes à l'époque, hein, de par le monde, les a réunis avec une seule mission: ramener de partout dans le monde des photos d'écoles et d'écoliers, d'écolières. Et c'est ainsi que naît cette belle exposition autour de... on montre l'école un peu partout dans le monde. Et donc, les chemins de l'école, c'est un très beau support pour aborder le thème que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire militer pour une éducation de qualité et partout dans le monde. C'est 56 panneaux qui sont... c'est un parcours, en fait. Hein, c'est un parcours mondial qui donne la physionomie, les physionomies, parce que évidemment, on voit la diversité des écoles dans le monde, avec le même enjeu, faire en sorte que aucun enfant ne soit laissé au bord du chemin et que tout le monde puisse vivre cette belle aventure de la quête du savoir. Et donc nous, à la Fédération, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que nous proposons ce support qui garde toute son actualité. C'est vrai, j'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec un des photographes, notamment coordonnateur de l'exposition, qui pense à la deuxième version des chemins de l'école. Mais pour l'instant, ce support qu'on a, il est toujours utile, il est toujours très approprié pour échanger avec tous les citoyens, élèves, étudiants, citoyens, voilà, curieux de savoir comment l'école se passe dans le monde. On va à la rencontre de différents publics avec ce support. Ardiouma Sirima, l'autre façon d'agir avec les clubs UNESCO, c'est aussi l'événementiel. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un très bel événement, justement, qui se déroule chaque année à Toulouse? Le FRED, c'est un festival de cinéma. Alors, qu'est-ce qui se passe et d'où est née cette initiative? L'initiative est née en 2012 d'acteurs toulousains, d'actrices toulousaines, et qui partait du constat que on est dans le thème, on est dans le thème image, médias et cinéma, et de dire que par ces supports de l'image, du cinéma et des médias, on peut contribuer à une citoyenneté qui est soucieuse et porteuse surtout du développement durable. C'est ça l'idée initiale. Et donc, les amis là-bas l'ont monté et ont travaillé d'arrache-pied. Et voilà, maintenant, quelques années plus tard, on est à plusieurs éditions qui ont été autant de beaux succès. Et voilà, qui permet au FRED, donc, qui est le film d'éducation, donc, à l'environnement, au développement durable, de pouvoir être parmi les plus belles activités de la ville rose et puis l'un des plus beaux rendez-vous culturels.
Alors, est-ce que voilà. ce festival Oui. s'est penché justement sur la saison Africa 2020 pour son édition 2020 qui a peut-être été annulée et pour 2021? Alors, il y a le Fred avec d'autres acteurs toulousains, puisque c'est aussi une dynamique régionale, participe avec le rectorat à une réflexion qu'ils ont installée, ça fait maintenant au moins 18 mois. Hein, ça veut dire que ils ont, en amont de la saison Africa 2020, mis en place une réflexion collective. J'y ai été moi-même sollicité pour une des rencontres et je sais que il y a une diversité d'acteurs mobilisés autour de la saison Africa 2020 à Toulouse. Fred y participe, bon, évidemment, avec un agenda déjà riche, alors il y a un outil justement qu'ils vont mettre en place qui pourrait avoir un très bel écho au niveau de la saison Africa 2020, c'est DIMED. Alors DIMED, c'est quoi? C'est développer la citoyenneté numérique des élèves par l'éducation et le développement durable. Voilà, l'initiative va d'abord se mener au niveau régional. L'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre les attitudes et les connaissances antérieures vis-à-vis d'une problématique de développement durable et leurs effets sur l'apprentissage, notamment à partir des vidéos, d'animations diverses. Et maintenant, à partir de ces constats, on construit des outils adaptés. Et comme vous le savez très bien, c'est un des enjeux éducatifs de notre époque, cette citoyenneté numérique va être au cœur précisément de, on va dire, l'ensemble des démarches de citoyenneté. Alors, pardon. Oui, non, oui. Allez. Non, je voulais profiter de ce focus sur le festival de Toulouse, le Fred, pour informer nos auditeurs, nos auditrices que l'appel à candidature a été lancé il y a quelques jours. Donc, allez sur le site du Fred, F-R-E-E-D, si vous êtes cinéaste ou si vous avez dans votre entourage des gens qui vous ont recommandé des films. Je l'ai fait moi-même avec le film de Jade Mieton, Les pieds dans le sable, tourné en Mauritanie avec Pierre Rabhi. Je pense que c'est aussi ça l'action citoyenne, Ardiouma, Sirima, c'est avoir ce réflexe de partager le savoir, de partager l'information, de créer des opportunités. Absolument. Et je pense que c'est aussi un des moteurs, sinon le principal moteur visé de Africa 2020, qui est une très belle initiative. Le propos et le pari, c'est quoi? C'est de dire on ne va pas juste apposer les regards, c'est-à-dire d'un côté, on a les spécialistes de l'Afrique, voilà, qui interviennent dans des conférences, dans des grands colloques et autres. Bon, le citoyen lambda est un peu loin de tout ça. Et de l'autre côté, on a des Africains ou une diaspora africaine qui est mobilisée, qui fait de belles choses, mais des choses inconnues du grand public. Le pari du Africa 2020, c'est de croiser ces deux mondes en disant, bon, ben là, on va faire en sorte qu'il y ait, comme vous le dites, Françoise, on ouvre tout ça, on ouvre les portes et les fenêtres, on fait que les actrices, les acteurs se rencontrent, discutent, partagent, confrontent aussi des vues, et que ça soit l'occasion de montrer la diversité, la richesse des cultures d'Afrique, mais aussi le fait de dire, bon, il y a eu sans doute dans l'histoire des moments très heurtés, hein, pour ne pas dire plus, dans la rencontre des cultures entre l'Europe et l'Afrique. Le pari désormais, c'est de faire que, bon, on ouvre de plus belles pages de cette rencontre, des rencontres qui vont être faites de coopération, d'enrichissement mutuel. Voilà un des grands paris de la saison culturelle Africa 2020. Et c'est aussi ça, moi, comme président de la Fédération des clubs, qui m'amène à m'investir aux côtés d'autres acteurs. Hein. Nous sommes nombreux en Bretagne ici, mais au-delà de la Bretagne, j'en profite pour le dire d'ailleurs, notre réseau se mobilise aussi à Nantes avec la Maison de l'Afrique, à Paris avec le club Femmes Bâtisseuses, à Toulouse, je l'ai dit tantôt, Montpellier, voilà. Ça va aller crescendo, mais les clubs UNESCO seront bien au rendez-vous de cette saison culturelle. Alors, vous parlez de femmes bâtisseuses, et ce que vous venez de dire me fait penser à une lecture récente, celle du roman Rouge impératrice de Leonora Miano, qui justement revisite à travers la fiction romancée ces rapports entre des cultures, les unes dites dominantes, les autres
être dites dominées, mais ça m'amène à évoquer notre prochaine rencontre régionale, Africa 2020 en Bretagne, qui aura lieu le 24 mars, et dont vous êtes un des instigateurs, puisque le thème est langue, culture, diversité. Un mot sur cette thématique qui complète les deux précédentes. Je rappelle que le 22 janvier, nous avons fait un focus sur musique et rythme et nous étions au rectorat de Rennes, que donc en février, notre journée mensuelle régionale portait sur images, cinéma, médias et que nous sommes accueillis dans les studios de Radio Broadgenet en partenariat avec le Cinéma Rex de Pontivy. Et donc voilà, le 24 mars, pourquoi s'intéresser à langue, culture et diversité? On le sait très bien et on est en Bretagne, donc je pense que ça parle à beaucoup de gens, la dimension, le rôle et la fonction d'une langue dans le rayonnement d'une culture, le lien est évident. L'aborder sous cet angle de langue, culture et diversité, c'est précisément dans le propos que je tenais tantôt, c'est de bien mettre en exergue la dimension de vectrice de culture d'une langue. Et alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le programme parce qu'il se construit. Là, il sera question de valoriser, parce qu'on ne le fait pas souvent, différentes langues d'Afrique, évidemment, non pas fermées dans leur territoire d'origine, non. Là, ce sont des langues de partage, donc des langues africaines qui partagent et qui sont partagées dans d'autres régions du monde. Le français, et on le sait très bien, pourra devenir, parce que les choses, si les projections actuelles sont vérifiées en 2050, figurez-vous, et c'est sans doute une belle surprise, la langue qui sera la plus parlée, en tout cas qui aura une grande promotion en Afrique, ça va être la langue française. Et on aura plus de locuteurs français en Afrique qu'en France même, évidemment, et même en Europe. Vous voyez? Donc, c'est dire que ce dynamisme de la langue française aussi, on pourra en témoigner, il y a des écrits là-dessus. Et surtout, ce qui importe, c'est de voir comment coexistent et coopèrent la langue française et les langues africaines à travers les arts, la culture. On pourra rentrer par les contes, c'est un beau témoignage de pouvoir parler des contes. On peut parler de musique, sans refaire bien sûr ce qu'on a fait déjà le 22 janvier, mais évidemment que tout ça sera autant d'illustrations. Voilà, le programme se prépare. Nous sommes une équipe, nous travaillons en coopération, donc je ne vais pas évidemment tout de suite vous dévoiler le programme. Ça sera précisé dans les semaines qui viennent. Et si on y travaille, tout à fait mobilisé au sein du comité académique. Pour nous quitter, Ardiuma Sirima, d'abord merci d'avoir accepté mon invitation en tant que président, je le rappelle, de la Fédération française des clubs UNESCO et membre du comité académique Africa 2020 en Bretagne. Je voulais attirer votre attention et saluer au passage un professeur que je ne connais pas. Il s'appelle Joachim Crochemort. Il intervient dans un collège à Oisel en Normandie sur des chants Yoruba, donc une langue du Nigeria. Et donc, je crois que pour vous qui nous écoutez, sachez que la saison Africa 2020, c'est aussi un très beau vivier, un vivier d'initiatives, un vivier de compétences où se mêlent les savoir-faire des artistes, les savoir-faire des pédagogues, les savoir-faire des associations. Et que tout ça contribue à une dynamique qui est capable justement d'accompagner cette évolution du regard que l'on peut porter sur le monde, que l'on peut porter sur l'Afrique, que l'Afrique peut nous apporter, et que c'est aussi pour ça, revenons au club UNESCO, que là où on habite, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. Et puis s'il n'y a pas de club UNESCO, on peut en créer un, non? Absolument, on peut en créer. Alors, c'est une belle aventure que nous menons, nous, Fédération et la Commission française pour l'UNESCO, parce que l'accréditation pour devenir club pour l'UNESCO, c'est au sein d'un comité national d'accréditation. Évidemment, la première démarche est de venir vers nous, Fédération,
puisque on est accrédité et évidemment nous sommes là disponibles pour accueillir tous les clubs qui sont accrédités au sein de la fédération, qui constitue une très belle famille. Et j'ajoute que, vous l'avez deviné, on fonctionne pas en vase clos. Nous sommes nous-mêmes, Fédération française, membres de la Fédération européenne des clubs d'UNESCO, qui elle-même est membre d'une fédération mondiale des clubs d'UNESCO. C'est vraiment, et nous sommes là au cœur de notre sujet. Il est grand temps de contribuer à former des citoyens du monde, parce que c'est vraiment l'enjeu de notre époque. Non pas qu'on oublie d'où on vient, où on vit, et tout ça, non. C'est de savoir que on vit quelque part, on est né quelque part, bien sûr, mais on est tout à fait, malheureusement, on le vit avec cette pandémie affreuse là qui continue de faire des dégâts. Nous sommes liés avec nos voisins à l'autre bout du monde et tout est en interaction. On a intérêt à en prendre connaissance et surtout à agir en connaissance de cause pour que notre monde reste toujours vivable et surtout qu'on le laisse tout à fait vivable pour les générations futures. Donc merci Ardiouma Sirima pour ce témoignage. Je vous invite à vous intéresser au festival Fred de Toulouse. L'appel à candidature pour vos films est ouvert, donc renseignez-vous sur les réseaux. Je vous propose de mettre le cap sur le Mali avec la première réalisatrice ayant tourné un long métrage de fiction, Soussaba Cissé. Alors ce film s'appelle Ngounou Ngounou Kant. C'est une invitation à la paix et à la tolérance. Il a été tourné à Bamako sur fond de tensions très très fortes liées au conflit au nord du Mali. Alors c'est un film courageux, un film de femmes, un film audacieux, basé sur l'oralité, la façon dont la parole se libère sur un sujet difficile et polémique. Donc voilà, je vous propose à vous deux, Gaëlle et Benoît, de découvrir une interview réalisée par Africa 24 de Soussaba Cissé, où elle explique, en tant que femme et en tant que réalisatrice, en quoi son parcours est quelque part déjà une réussite et un combat. Bonjour, je m'appelle Soussaba Cissé, réalisatrice de films. Je peux dire que j'ai commencé dans le tas parce que j'ai toujours baigné dans le cinéma, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père, un frère, des oncles qui sont dans le cinéma. Donc depuis toute petite, j'ai traîné à côté d'eux et depuis toute petite, mon rêve était un jour d'être soit devant la caméra, soit derrière la caméra. Et finalement, après mon bac, j'ai choisi d'être derrière la caméra. Pour moi, les difficultés que j'ai eues pour intégrer le milieu cinéma, déjà, ça a été en tant que femme. En tant que femme réalisatrice, parce que j'ai été la première femme à réaliser un long métrage fiction au Mali. Déjà, j'étais dans un milieu où c'est que les techniciens et la plupart étaient que des hommes. Même s'il y avait des femmes, souvent c'était au maquillage, au script. Réel, c'était très rare. Je sais qu'en réel, il y en avait des femmes avant moi, bien sûr, qui étaient en documentaire et assistant réel. Mais donc j'étais pas, je ne vais pas dire directement marginalisée, mais j'avais cette complexe d'infériorité par rapport à ça. Au fur du temps, j'ai commencé à m'imposer vis-à-vis de moi-même. Déjà accepter que c'est ce que j'ai choisi, même si c'est un métier d'homme, c'est ce que je veux faire et je vais aller dans ce sens. Après, il y a eu le problème de financement, qui est toujours d'actualité. C'est un problème qui est crucial en Afrique, pour tous les Africains, je pense, pour faire un film. Tu as les idées, tu as les scénarios. Souvent, tu as même des ressources humaines, mais si tu ne peux pas les payer, finalement, ton film n'est pas fait. Les films que j'ai réalisés, comme je disais, j'ai réalisé en 2008 mon premier court-métrage d'école, qui s'appelle Sébétan sur les sans-papiers. Après, j'ai fait un court-métrage de 12 minutes sur l'excision, 2 courts-métrages d'ailleurs en 2009 sur l'excision. Après, j'ai fait 2 autres courts-métrages sur les enfants talibés. Ça, c'était en 2010. Et 2012, j'ai fait mon premier long-métrage Ngounou Ngounou Kant sur la crise que le Mali traversait en cette période-là. Mon inspiration, je le tire, je ne vais pas aller très loin, de mon père.
C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour exister dans ce métier-là, qui s'est toujours battu pour représenter son pays. Et, bon, vu tous les galères qu'il a eues, je m'étais dit je ne vais pas faire le même chemin que lui, mais malheureusement, je crois que je suis sur le même chemin sans le vouloir. Et je crois qu'il est, oui, il est ma source d'inspiration parce que même quand des fois ça ne va pas, quand je me rappelle de tout ce qu'il a vécu, je me dis bon, à mon temps, il y a eu beaucoup de facilité pour moi que pour lui. Ils n'avaient pas les matériaux qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on a cette facilité, donc je ne peux pas dire quand c'est dur, tiens, je vais baisser les bras parce que c'est dur. Alors qu'eux, ils sont passés par d'autres trucs et en plus, ils se sont battus pour que nous, on ait une certaine aisance aujourd'hui. Donc je pense que nous, les jeunes, on n'a pas trop le droit de dire que... On peut dire que c'est dur, mais on ne peut pas baisser les bras. Mes projets, alors actuellement, je suis sur un documentaire qui s'appelle Idjanto, attention. Sur justement la crise que le Mali traverse parce que actuellement c'est à Mopti et Ségou le conflit, mais c'est en train de se propager dans d'autres régions du Mali. C'est quand même dur en tant que jeune de se dire qu'il y a une période, on est passé par des phases très compliquées et qu'actuellement on est dans cette même phase et qu'on est en train de progresser vers une autre phase. Et que nous, aujourd'hui, on devient des éducateurs d'enfants et qu'on n'arrive pas à avoir ce bon sentiment du passé parce qu'on a vécu dans des périodes assez critiques. On a juste l'historique du temps où le Mali était prospère, où le Mali était accueillant, où le Mali respirait et appelait le savoir-vivre à tout bout de champ. Actuellement, ce n'est pas le cas et quand même c'est assez difficile d'être positif quand tu vois que les choses tournent très mal et de se tourner vers l'avenir. D'où la raison où je suis sur ce documentaire actuellement. L'appel que j'ai à faire pour les autorités, premièrement, c'est que vraiment prenez conscience que cette industrie peut changer la vision de l'Afrique, que cette industrie peut changer la vie des Africains. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, on est un continent qui consomme beaucoup en termes d'images. Et malheureusement, on est en train de consommer des images qui viennent d'ailleurs, qui ne nous ressemblent pas. Et parce que tout ça vient du manque de confiance et du manque d'intérêt des politiques envers cette industrie-là. Alors que cette industrie peut en elle tout seule prendre une partie du continent, c'est-à-dire des besoins du continent. Et pour l'instant, malheureusement, je pense que les politiques ne voient pas cet intérêt-là et je voudrais qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils regardent ailleurs dans les autres continents ce qui se passe, ce que le cinéma est en train de faire pour ces pays-là, qu'ils essayent d'avoir cette vision pour nous aujourd'hui jeunes qui veulent le faire et jeunes à venir qui veulent le faire, à cause de Dieu qui commence à regarder dans ce sens-là. Pour la jeunesse, les gens qui veulent faire du cinéma, c'est vrai que c'est dur, hein. De toute façon on ne commence à rien. Sans difficulté. Pour moi, quand tu commences dans la difficulté, c'est là que tu as de l'avenir. Ça, c'est ma conviction. Donc, je pense qu'aux jeunes, il ne faut pas, parce qu'ils se disent que c'est très compliqué de faire des films ou qu'on voit les aînés galérer ou les sœurs galérer, que du coup, il ne faut pas rentrer dans ce métier-là. Au contraire, ce métier, c'est un métier de passion. Quand tu aimes ce métier-là, qu'importe les galères, tu le fais avec passion et malgré toutes les difficultés, tu aimes faire ce métier-là. Et je pense qu'il y a des jeunes qui sont dans cette situation-là, n'ayez pas peur, venez. Et on est là, il faut qu'on se partage les savoirs. Et c'est que comme ça qu'on va y réussir. Alors Benoît, tu as peut-être suivi aussi que dans les projets Africa 2020, il y avait un autre projet né à Pontivy qui a été labellisé Africa 2020, c'est le projet Sahara Drask Eskem. Donc là, le but du projet, c'est de travailler avec plusieurs lycées, un lycée à Rennes, un lycée à Dinan, un lycée international français à Casablanca, et d'inciter les élèves de différents niveaux de classe à s'intéresser aux cultures sahariennes. Et puis, ils étaient dans les studios de Radio Broadionet le 13 mars. Ils devaient partir le jour même en avion pour Ouarzazate. Ils, c'est 6 jeunes bretonnants, musiciens du groupe Drask, lauréats du Connard Bob, voilà, qui devaient partir à Ouarzazate, rencontrer Tarwa Ntiniri. Alors pourquoi je vous parle de ça maintenant, sur le plateau média, images, cinéma, média? Eh bien parce que
Tarwa Ntineri a enregistré son premier album grâce à 2 jeunes Canadiens, Greg Bonnier et Simon Valls, et que j'ai demandé à Greg et Simon de bien vouloir nous envoyer une vidéo en français. Donc, il devait partir le 13 mars 2020. Oui, il devait passer voilà, le 13 mars 2020, le jour où on ferme les frontières. Ils sont partis de Pontivy. Ils sont partis de Pontivy. Ils sont même allés jusqu'à l'aéroport, c'est ça? Ah non, ils sont arrivés à Vannes pour leur covoiturage. Et arrivés à Vannes, je les appelle parce qu'une dame du Maroc m'avait prévenu, Françoise, on ferme les frontières. Et du coup, j'appelle les gars, je dis bon, allez hop, retour à la case départ. Retour à Pontivy. Voilà. Et ces 6 jeunes avaient acheté leur passeport spécialement pour le projet Saradras Eskem. Et on est toujours en train de chercher des solutions, des financements. Voilà. Là, on a redéposé, Tarwa Ntineri a redéposé une candidature à l'Institut culturel français pour qu'on soit soutenu dans le cadre d'Africa 2020 et pouvoir enfin finaliser la venue de Drask au Maroc, puisque la venue de Tarwa Ntineri est déjà financée, figurez-vous, par la ville de Pontivy, qui avait programmé Tarwa Ntineri pour les concerts d'été. Ils auraient dû être sur la scène le 6 août 2020 à Pontivy, grâce à la municipalité de Pontivy. En attendant, le projet avance, les classes travaillent, nous envoient des messages. Voilà, c'est un très beau projet de coopération où on part de rien, dans le sens où on part d'une envie, d'une motivation, celle qui nous réunit autour du désert, autour du Sahara, autour des peuples du désert, de leur culture, de leur musique. Et vous allez voir à quel point Greg et Simon vont vous donner envie de découvrir cette musique et de découvrir Tarwa Ntineri. Je les laisse se présenter avec un bel accent de l'autre Bretagne, du Canada. Et puis, sachez aussi que le documentaire de 20 minutes que Greg et Simon ont réalisé pendant l'enregistrement de l'album, dans des conditions très très sommaires, dans un garage en béton, sortira d'ici fin avril. Et puis on le présentera bien sûr lors des rencontres Africa 2020 au Palais des Congrès de Pontivy pour ne pas se priver de ce plaisir. Mais c'est un film en anglais. Et donc là, juste pour nous, Greg a fait l'effort de nous faire un montage très pro, très sympa en français. Moi, c'est Greg. Et ça, c'est Simon. On est 2 ingénieurs du son canadiens qui se sont un peu tannés d'être enfermés dans un studio. Alors, on a décidé d'aller enregistrer des artistes ailleurs qui n'auraient autrement pas l'opportunité de le faire. Et tant qu'à y être, pourquoi pas filmer tout ça? Ça a donc donné Simon & Greg Record the World, une série documentaire qu'on a beaucoup de plaisir à faire. C'est un voyage qu'on essaie de faire une fois par année avec notre équipement qui doit évidemment rentrer dans nos valises. L'idée, c'est de faire le plus de disques possible pour maximiser notre voyage de façon à en faire profiter le plus d'artistes. En 2018, on est allé au Sénégal. Là-bas, en plus des enregistrements, on a aussi construit un studio. L'idée, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé d'être dans un studio à 1 million de dollars pour faire de la bonne musique et qu'avec peu de moyens, on peut très bien s'arranger. Tout peut bien sonner quand on est un peu créatif. Je dis ça comme si c'était facile, mais quand même, on a eu quelques embûches. Par contre, je mentirais de dire que c'est pas un peu pour ça qu'on fait ce genre de voyage, c'est l'aventure et le défi. La première saison est disponible sur YouTube et je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu comment on s'y est pris et apprécier le talent des nombreux musiciens qu'on a eu la chance d'enregistrer là-bas. La 2e saison a été tournée au Maroc en 2019 et elle est encore en cours de montage. C'est un marathon d'enregistrement de 3 semaines qui passe par les 4 coins du pays. C'est lors de ce voyage qu'on a aussi fait la connaissance avec Tarwa Ntineri, le band qui allait nous donner la plus belle performance de tout notre voyage. La démarche était simple, ils étaient très bien préparés, mais l'environnement était plutôt difficile. L'album complet a été enregistré en moins de 3 jours, uniquement dans ce cube de béton. L'épisode complet sortira plus tard dans l'année, mais en attendant, je vous laisse avec une exclusivité, question de vous montrer un peu comment l'album a été enregistré.
غزلك إبران أسن تسلم يولي لمن أسن تسلم يولي لمن أسن تسلم غزلك إبران أسن تسلم غزلك إبران
Alors, on va rester un peu dans le désert, en tout cas dans l'image que chacun peut se faire du désert. J'en profite pour saluer les 7 professeurs et la direction du lycée international français Alphonse Daudet à Casablanca, qui est partenaire de ce projet Sahara Drask Eskem, labellisé Africa 2020. Et les élèves de 5e... Ils ont un petit message, non? Ben oui, ils nous ont fait une petite vidéo très sympa où ils ont répondu à cette question simple de leur professeur Thomas Robertson, qui est canadien aussi d'ailleurs. Voilà, quand tu penses au Sahara, tu penses à quoi? Et donc les jeunes ont répondu et vous allez voir comment. Bonjour, nous sommes des élèves du lycée français Alphonse Daudet à Casablanca et nous allons vous partager des mots qui nous viennent à l'esprit quand on parle du Sahara. Hi, we are students from Alphonse Daudet in Casablanca and we're going to talk about some words about desert. السلام عليكم، نحن تلاميذ ألفونس دودي في الدار البيضاء وسوف نتكلمون عن كلمات الصحراء. الخيمة، sand الرملة، tourist، ذات، ابن بطوطة، palm tree، food، مكلق، nomad، quad، camels، sandstorm، thirsty soif لا تش، قراقب، désert, Sahara. activité hot chaud حرارة. turban بالفرنسية un serpent, en anglais snake. سانشوش cactus صبار. بابوش بلغة وحة. camels chameau جمال. wild animals sauvages حيوانات مفترسة. Alors Benoît, le Sahara, quad. Alors on a tous des images comme ça de ce que peut être le désert. Ce que je trouvais intéressant, c'est de renvoyer à ces élèves l'image d'une femme, Elodie Haro, qui elle arpente en ce moment en Mauritanie le désert avec un archéologue, Thierry Millet, à la recherche d'un trésor perdu qui avait été redécouvert à un moment donné. Et donc voilà. Donc je vous invite à écouter un petit message. Elodie avait pour mission de m'envoyer un témoignage là où elle aurait du réseau. Donc elle s'est posée quelque part pour nous raconter où elle est, pourquoi. Et vous allez voir, elle est un peu essoufflée parce que elle avait beaucoup marché à ce moment-là. Donc on écoute Elodie Haro et j'en profite pour vous dire qu'Elodie va faire la traversée du continent africain de Dakar à Djibouti, avec un très beau projet qui s'appelle Dadji, Dakar-Djibouti, pour sensibiliser au réchauffement climatique, au besoin de défendre ce qu'on appelle la muraille verte, qui est un très beau projet, pour justement lutter contre la désertification. Allez, on va en Mauritanie ? Petite vidéo, petite capsule joviale, elle a dit Françoise. Chers amis, vous qui m'écoutez, je vous parle depuis le Sahara. Alors, prenez une carte. Allez en Mauritanie. Regardez en Mauritanie la ville d'Atar. Et après, vous zoomez et vous verrez un petit peu plus loin. Ça ressemble à un œil, d'ailleurs ça s'appelle l'œil du Sahara. Regardez la ville de Wadan. Voilà, on est passé là avant de venir ici. Et après on est parti encore un petit peu à l'est, jusqu'à El Halaouia. Un endroit un peu sinistre parce que c'est là qu'ont été égorgés 4 soldats mauritaniens il y a quelques années. Et de là on part direction le sud, complètement dans le Sahara, dans une région qui s'appelle Jaffen, et jusqu'à une série de dunes qu'on appelle des Elbes ici. Et on est au numéro 130 exactement, autour du numéro 130 pour chercher un trésor. Qu'est-ce que c'est le trésor ? C'est un trésor qui a été trouvé par des chasseurs en 1962. Et nous sommes aujourd'hui avec le fils d'un des chasseurs pour retrouver le trésor. Il s'agit d'une cargaison, d'une caravane du XIIe siècle qui a été abandonnée. On ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas pu continuer, le chargement était trop lourd, des chameaux étaient échappés ou morts, ils ont laissé une partie ici. Bref, il s'agit de coquillages qui étaient une monnaie autrefois et de barres de laiton qui ont ensuite été retrouvés par Théodore Monod qui avait inventé cette histoire en 64. Et
Et Théodore avait demandé à Thierry, que j'accompagne aujourd'hui, grand archéologue, de retrouver ce trésor. Ça va? Il dit bonjour. Ça va? Et là, on vient de faire, après plusieurs jours de recherche en voiture, un semi-marathon ce matin, alors pas en courant, en marchant au soleil dans les dunes pour essayer de trouver. Mais Walou, comme on dit ici, Walou, rien, pas de Ouda, pas de trésor. Mais c'est pas grave. Le trésor, c'est ce moment de vie. Je vous embrasse très fort et regardez, qui m'a préparé un bon zérik après ce semi-marathon, c'est Sid Ahmed. Avec les dates. Un zérik non sucré, j'ai demandé, c'est-à-dire du lait de chamel avec de l'eau sans sucre. Ah ouais. Et des dates pour récupérer. À bientôt! Allez, cette partie se termine, Benoît. Oui, et on vous invite à taper dans un moteur de recherche l'œil du Sahara pour voir les magnifiques photos justement de cette partie du globe. Alors, donc merci à tous les contributeurs pour cette deuxième partie. On continue notre tour d'Afrique. Bah oui, avec plaisir, Françoise. Alors, à tout de suite pour la troisième partie qui est là, consacrée aux médias. Et puis, on va aller à nouveau en République du Congo. On va aller au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Enfin bref, à tout de suite. Bon voyage. Bon voyage.